Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, Madame la chargée d'affaires de Géorgie, chers invités, je suis très heureux d'ouvrir cette séance consacrée à la présentation de l'ouvrage intitulé « La Géorgie à la croisée des chemins, à la croisée des cultures », sous la direction de Madame Dokhtouchirishvili, j'y arrive, de notre ami Denis Fada et de l'ambassadeur Javakishvili. Il fait suite, vous le savez, mais on vous le dira mieux tout à l'heure, au colloque sur la Géorgie que l'Académie a accueilli il y a peu de temps. Il témoigne de la qualité des relations entre la France et la Géorgie. Il montre que l'Académie des sciences d'outre-mer a bien désormais compétences effectives pour l'ensemble du monde, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est quelque chose qui est très important pour nous, à quoi nous tenons et à quoi nous travaillons, avec votre aide à tous. Je vais maintenant remettre la parole à notre éminent confrère, le président Denis Fada, qui va prononcer la véritable introduction. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis très nombreux venus de Géorgie, et je les en remercie très sincèrement, et les amis venus de moins loin, mais venus tout de même, je les en remercie. Je suis extrêmement heureux de vous voir si nombreux pour cette séance de présentation de ce livre qui est un livre d'art, qui est vraiment un livre d'art. Certains ont pu le voir déjà exposé à l'entrée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le montre ici. Un livre splendide et qui, donc, la Géorgie à la croisée des cultures, qui doit beaucoup tant à Madame Pepiashvili, qui est ici, et j'aimerais qu'elle se lève, et qui a fait un travail d'illustratrice vraiment extraordinaire. Et je veux aussi dire combien ce livre doit à Nathalie G, qui a été la coordinatrice éditoriale, qui malheureusement n'a pas pu être ici aujourd'hui pour des raisons familiales, mais qui a beaucoup travaillé. Cet ouvrage est publié sous la direction de Msaro Dokhtouchirishvili, Madame le professeur Msaro Dokhtouchirishvili, éminent professeur de l'université Elia de Tbilissi et présidente de la délégation de la Renaissance française en Géorgie. Co-directeur, l'ambassadeur Gotcha Jakashvili, un ami cher, qui est aussi un universitaire de très grand talent. Le troisième étant moi-même, donc ça ne vaut pas de commentaires. Cet ouvrage, donc un ouvrage qui compte près de 40 auteurs, dont certains sont ici aujourd'hui et que nous entendrons tout à l'heure. J'ai dit qu'il s'agit d'un beau livre et que j'ai même qualifié de livre d'art.
La Géorgie à la croisée des cultures est aussi un ouvrage pluridisciplinaire qui traite à la fois d'histoire, de littérature, d'éducation, de sciences, de culture, de francophonie, d'économie et même de sport et de tourisme. Cet ouvrage est issu du colloque organisé conjointement, vous l'avez dit, cher Président, tout à l'heure, organisé conjointement par l'Académie des sciences d'outre-mer, la Renaissance française et par la délégation de la Renaissance française en Géorgie. Et un colloque qui s'est tenu ici même les 29 et 30 novembre 2022, vous y avez fait allusion, et dont les actes ont été publiés dans l'excellente revue Mondes et Cultures qui recense l'ensemble des travaux de l'Académie sur une année. Issu du colloque, cet ouvrage que vous allez avoir devant vous bientôt élargit le sujet et il ajoute une iconographie de très grande qualité qui est, je dirais, le reflet artistique de la culture géorgienne, de l'immense culture géorgienne. La publication de ce livre constitue indiscutablement un événement. Un événement car, pour la première fois, un ouvrage offre au public francophone un large panorama de la grande histoire et de la si riche culture géorgienne. Cet ouvrage doit aider le lecteur à comprendre, tout au moins nous l'espérons, à mieux comprendre l'importance de ce pays charnière entre l'Orient et l'Occident. Un pays qui, pour la première fois, fait l'objet des travaux de notre compagnie, qui a réalisé que la Géorgie, pays de l'outre-mer Noire, est un pays que nous pouvons qualifier un pays d'outre-mer et qui entre d'autant mieux dans le champ d'études de l'Académie et qui mérite et qui a désormais toute l'attention de notre compagnie. Un pays aussi qui intéresse notre compagnie, qui, je le rappelle, est l'Académie de la francophonie, pour les relations de plus en plus fortes qu'il développe avec l'ensemble du monde francophone. Et cet intérêt grandissant du pays du Caucase pour le monde francophone est manifeste lorsque l'on observe l'action que je qualifierais d'inlassable de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, présidée donc par le professeur Dr Julie, qui à Tbilissi organise des colloques, des rencontres de tout type, qui vont jusqu'à rassembler des ressortissants d'une quinzaine de pays francophones et qui, je dois le dire, a produit un ouvrage d'une immense qualité, l'anthologie des littératures de langue française. Nous vous devons beaucoup pour ces travaux. Donc, la Géorgie à la croisée des cultures, un ouvrage dont les orateurs qui vont me succéder vont vous parler abondamment parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Je vous remercie. Et j'appelle donc maintenant le secrétaire perpétuel, s'il veut bien nous dire quelques mots. S'il ne le veut pas, évidemment, il en est dispensé. Je ne serai évidemment pas long.
Je voudrais me féliciter de cette belle cérémonie que nous organisons aujourd'hui en l'honneur de la Géorgie. J'espère que c'est le point de départ d'une collaboration constante, ferme, productive. Et je voudrais rappeler que d'ores et déjà, dans Mondes et Cultures de 2022, nous avons publié un résumé assez long du colloque des 29 et 30 novembre qui, je crois me souvenir de cela, avait été déjà une pleine réussite. Et je m'aperçois que la réussite se transforme en triomphe avec ce beau livre que vous nous offrez et qui honorera notre bibliothèque. Merci beaucoup de nous faire l'honneur et l'amitié de nous rendre visite dans nos locaux. J'espère à bientôt. Donc j'appelle maintenant Madame le professeur Zaro Doktorishvili. Merci. Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur Dominici, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur Dominique Parchon, Monsieur le Président international de la Renaissance française, Monsieur Denis Pada, que vous venez d'écouter, je ne sais pas si Monsieur Marc Aicardi de Saint-Paul est là, qui est président de la 5e section dont nous sommes membres avec M. Denis Pada. Madame la chargée d'affaires pour l'ambassade de Géorgie en France et d'autres représentantes aussi qui sont là, et je ne veux pas énumérer les noms, mais nous sommes très honoreux que vous soyez là. Chers consoeurs, chers confrères, chers invités, chers et chers auteurs du livre, ici présents, et ceux et celles qui ont pu, j'espère bien, se connecter en ligne. Je salue également Madame Rousoudan Tetviashvili qui vient d'arriver. Vous avez été déjà présentée, mais on va le faire de nouveau. Alors, Monsieur le secrétaire perpétuel, je vous remercie pour nous avoir offert cette opportunité de présenter l'ouvrage collectif qui a été rédigé conjointement par les spécialistes géorgiens et français qui font des recherches dans le domaine de différents aspects de la culture géorgienne. L'idée de la publication du livre, Monsieur Denis Pada en a déjà parlé, La Géorgie à la croisée des cultures, que nous proposons aux lecteurs de langue française, est née à l'issue du colloque scientifique international organisé, comme vous le savez déjà bien, sous le même titre, les 29-30 novembre 2022, ici même, dans cette prestigieuse Académie des sciences d'outre-mer. Quant au colloque, il a été conçu à l'initiative de M. Denis Pada, président honoraire de l'Académie des sciences d'outre-mer et président international de la Renaissance française, initiative née lors de la création en novembre 2020 de la délégation de la Renaissance française en Géorgie que j'ai l'honneur de présider. Cette initiative a été soutenue par le président de l'Académie des sciences d'outre-mer, alors M. Hubert Loisler de Longchamp, et le secrétaire perpétuel, le regretté M. Pierre Génie, à qui vont mes remerciements particuliers pour nous avoir offert cette opportunité d'organiser un colloque scientifique de 2 jours au sein d'une prestigieuse académie afin de mieux faire connaître au large public francophone notre pays, la Géorgie, pays d'une civilisation ancienne ayant créé son histoire, sa culture plusieurs fois millénaire aux confins de 2 mondes, de l'Occident et de l'Orient.
Je profite de cette occasion d'exprimer encore une fois notre remerciement à Mme Tia Tsulukiani, vice-premier ministre et ministre de la Culture et des Sports, pour le soutien financier sans lequel il aurait été impossible d'assurer la réalisation de ce projet ambitieux. Mes remerciements sont adressés à M. Gocha Javarishvili, ici présent, ambassadeur à l'époque de Géorgie en France, et co-directeur avec M. Denis Fadal et moi-même de la publication du présent livre, d'avoir mis les ressources financières et humaines de l'ambassade à l'organisation du colloque et à la parution de ce livre. Mes remerciements tout particuliers sont adressés à l'artiste exceptionnel, peintre de renommée internationale, Mme Rousoudan Petviashvili, ici présente, avec ses amis géorgiennes françaises. Vous m'aviez dit qu'il y aurait plusieurs, voilà, que je salue bien cordialement, de nous avoir généreusement offert une superbe illustration. Oh là. Pardon, vous venez de voir. La couverture, s'il vous plaît. Non. C'est possible de projeter la couverture? Voilà. Bon. Une superbe illustration pour la couverture qui répond parfaitement à l'esprit du livre. Je profite de cette occasion pour vous faire connaître certains moments de la biographie de l'artiste qui a commencé à peindre, écoutez-moi bien, qui a commencé à peindre à l'âge d'un an et 10 mois. À 6 ans, elle a eu sa première exposition personnelle. Les chercheurs ainsi que la société en général ont été stupéfaits de constater les compétences étonnantes de l'enfant artiste. Depuis, ces expositions personnelles ont été organisées dans le monde entier, notamment à Paris, à Londres, à Berlin, à Genève, à Vienne, à Budapest, etc. Rousoudan Petviashvili a illustré plusieurs livres, parmi lesquels Les Contes nationaux de Géorgie et la célèbre édition française du Chevalier à la peau de panthère de Shota Rustaveli, dont la traduction de Gaston Boachidze. En 1999-2000, elle a illustré en exclusivité le manuscrit du Nouveau Testament avec la bénédiction du patriarche géorgien, dont vous trouverez dans le livre 8 illustrations que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est le plus grand évangile manuscrit du monde qui est toujours exposé à la cathédrale de la Sainte Trinité à Tbilissi. Bon, et aujourd'hui, les peintures de Mme Rousoudan Petviashvili sont conservées dans diverses collections privées à travers le monde, notamment dans celles de plusieurs dirigeants mondiaux. Ces peintures ornent le palais présidentiel de la Géorgie et il y a énormément de choses à dire sur ces activités artistiques, mais je m'arrête là. Donc, au nom du comité de rédaction du livre, j'adresse mes remerciements le plus sincère à Madame Nathalie Kassou-Gey qui n'a pas pu venir aujourd'hui, coordinatrice éditoriale, pour une parfaite coopération et sa précieuse contribution à la composition du livre. Ainsi, travaillant en parfait accord, nous avons conservé l'ordre des sections du colloque au nombre de 6. C'était Histoire de la Géorgie, littérature géorgienne et études cardiologiques, éducation et sciences, culture géorgienne, francophonie et économie géorgienne, sport et tourisme. Les discours d'ouverture du colloque, les textes de communication ont été publiés dans le bulletin que M. Barjot vous a montré tout à l'heure de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monde et culture. Tous les textes, toutes les communications ont été publiés, mais il n'y avait pas d'illustration parce qu'il n'y avait plus assez de place pour. Alors, on s'est dit qu'on allait éditer un livre à part. Mais on s'est dit aussi qu'il fallait absolument élargir le contenu du livre parce que même 2 jours n'ont pas été suffisants
pour présenter toute l'histoire richissime de la culture. Alors, on a rajouté pas mal de textes dans le livre. Donc, dans le livre, dans la première partie, nous avons voilà. Nous avons reproduit tous les discours d'ouverture. Nous avons mis une préface, nous avons mis deux introductions, etc. Et nous avons considérablement élargi le contenu et nous avons rajouté des illustrations que Mme Lampetuashvili nous a généreusement offertes et qui ornent le livre sur plusieurs pages. En travaillant sur la rédaction de ce livre, nous avons donc, comme je viens de le dire, considérablement élargi les sujets et la thématique présentée au colloque dans chaque section. Ainsi, nous proposons à toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la Géorgie, qui veulent prendre connaissance de sa civilisation plusieurs fois millénaire, un vaste éventail de textes richement illustrés cette fois-ci, qui présentent la culture géorgienne au sens le plus large du terme, ses origines européennes, ses origines européennes empreintes en même temps de l'influence orientale, son histoire, sa langue et sa littérature, ses danses et chants traditionnels polyphoniques, musique classique, peinture, cinéma, théâtre, sciences et éducation, sport, sites touristiques, viticulture, économie, histoire des relations franco-géorgiennes, francophonie géorgienne, histoire des villes jumelées. Ainsi, dans la première section, vous m'excuserez. Hein? Dans la première section, nous avons ajouté le texte intitulé « Les liens préhistoriques de la Géorgie avec la civilisation européenne, l'expédition des Argonautes dans l'ancien royaume de Colchide, dont l'auteur est Arkandi Loktosaridze, qui, ayant analysé les données de recherche géologique et archéologique, affirme que l'État proto-géorgien avait déjà certains liens avec l'État proto-européen il y a plus de 3500 ans, ce qui le laisse conclure que l'État proto-géorgien se situait au début de la civilisation européenne. Par conséquent, sa quête actuelle vers ses origines, l'intégration en l'Union européenne, doit être considérée comme un processus naturel. Dans la deuxième section, littérature géorgienne et études cartologiques, voilà. Hélène Girardin donne une caractéristique scrupuleuse de toutes les particularités de la langue géorgienne et Marina Giorgadze fait une analyse détaillée des centres cartologiques à travers le monde. Ces deux communications ont été présentées au colloque, mais dans le livre, les textes ont été considérablement élargis. C'est la troisième section, Éducation et sciences, qui accueille deux nouveaux textes. Le premier portant sur Histoire de la pensée philosophique en Géorgie, par Tamar Tsobourashvili, directrice de l'Institut Sarle-Tsereteli de philosophie, et l'autre, c'est l'école psychologique géorgienne, intitulée Dimitri Uznadze et l'école de psychologie géorgienne, rédigée par Nino Javarishvili, professeure, directrice de l'Institut de psychologie Dimitri Uznadze, dont nous sommes particulièrement fiers, vu le fait que le psychologue géorgien Dimitri Uznadze fut le premier à introduire la théorie de l'attitude. Cette théorie affirme qu'une personne est caractérisée par un certain état, une volonté de se comporter, qu'Uznadze a appelé l'attitude. La quatrième section, culture géorgienne, je n'arrive pas à
Bon, en tout cas, vous aurez la possibilité de feuilleter le livre et d'en prendre un exemplaire si vous le voulez. Donc, dans la quatrième section culture géorgienne, est enrichie par 5 textes portant sur la musique traditionnelle géorgienne, la polyphonie géorgienne par Tamaz Gabisonia, sur les danses nationales géorgiennes par Khatuna Zakeloua, chercheuse en danse contemporaine, sur le théâtre géorgien par Lasha Tchratishvili, professeur associé à l'Institut d'État Chotar-Rustaveli, département du théâtre et du cinéma de Géorgie, à Tbilissi, sur chronique du long métrage géorgien du XXe siècle par Nino Mkheidze, docteur en études cinématographiques, sur les beaux-arts géorgiens à la croisée des civilisations et des époques par Nino Simonishvili, professeur associé à l'Institut d'enseignement et de recherche d'histoire et de théorie de l'art à l'Université d'État Ivane Javarcheli de Tbilissi. Donc, nous sommes un pays d'à peine 4 millions d'habitants. Pourtant, nombreux sont les Géorgiens qui œuvrent au développement de la culture au sens large du terme, dans leur pays, tant dans leur pays qu'à l'étranger, dans différents domaines de la culture au sens large du terme. Opéra, ballet, compositeurs et musique, classique, violon, piano, littérature, cinéma, les mises en scène, la peinture, sculpture, design, sciences et sport. Donc, et c'est comme ça que nous avons décidé de proposer aux lecteurs francophones une courte information sur la contribution de quelques représentants de chacun de ces domaines, dans l'espoir de consacrer un livre à part aux activités des Géorgiens œuvrant en dehors de leur pays d'origine et apportant leur humble contribution au progrès scientifique et à l'enrichissement de la culture universelle. Et c'est comme ça que nous avons présenté cette partie en guise de conclusion à la fin du livre. Nous sommes heureux et honorés de célébrer la parution de ce livre qui relate, entre autres, les relations franco-géorgiennes, l'année où la France et l'univers culturel littéraire en particulier célèbrent la 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, bien connu tant du lecteur géorgien francophone que non francophone, grâce à une traduction en géorgien de certains de ses poèmes par Gaston Bouachidze. Nous espérons que ce livre, rédigé conjointement par les auteurs géorgiens français, spécialistes de différents domaines, auxquels nous adressons nos remerciements les plus profonds, introduira son lecteur à travers le monde francophone dans cet univers multicolore que représente le pays de la Toison d'Or. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir parlé aussi longtemps. Je vous remercie, cher ami, infiniment. Et je passe la parole maintenant à l'ambassadeur Kocha Javakishvili. Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le secrétaire perpétuel de cette même Académie, Monsieur le professeur, cher ami et président international de la Renaissance française, et j'ai l'honneur également d'être vice-président de la délégation géorgienne de la Renaissance française. Mesdames et messieurs, membres de l'Académie, mon général, j'ai remarqué qu'il y avait le général Faure qui était dans la salle, qui était un des intervenants lors de la conférence et qui est un des auteurs aussi d'un ouvrage qui nous est particulièrement cher, puisqu'il parle du prince Dimitri Amilahwari, qui est une fierté pour les Géorgiens et également un exemple, meilleur exemple de l'intégration des Géorgiens dans l'émigration. C'était le fils de l'émigration géorgienne qui est mort pour la France et qui disait aussi qu'il vivait pour ces deux pays.
Et donc Charles de Gaulle l'a décoré. Donc, et nous sommes très fiers aussi que le fils de l'immigration géorgienne ait été aussi fidèle à sa deuxième patrie, au pays qui lui a tout donné. Et quand je parle de l'immigration, et nous sommes particulièrement ravis chaque fois que nous sommes accueillis dans cette prestigieuse maison. C'est déjà, donc il y avait la conférence, cette présentation. Nous avons eu le plaisir d'être accueillis ici pour deux autres événements culturels. Nous avons organisé 2 soirées littéraires ici pour présenter les traductions des poèmes et des œuvres géorgiennes. Et surtout, pour les Géorgiens, c'est un lieu, peut-être plutôt je parlerai du quartier, parce que la première République, le gouvernement en exil, quand ils sont venus en France trouver l'asile politique, pendant les premières années, ils ont été hébergés dans un des bâtiments rue de la Pérouse. Donc pour nous, vous comprendrez cette émotion symbolique aussi qui nous lie à ce quartier, et comme en venant ici, et nous sentons également leur présence, les présences de ces personnes qui ont dû traverser une période extrêmement difficile dans l'immigration, le début de l'immigration. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, il y avait l'extrait de l'article que j'ai fait pour ce livre, et je parlais aussi de l'histoire de relations diplomatiques entre la France et la Géorgie, et donc je racontais justement cette période de la Première République et de la période de l'immigration de ce gouvernement, contraint à quitter le pays pour continuer à soutenir aussi avec l'aide de la communauté internationale pour la restauration de l'indépendance nationale. Donc j'ai été très heureux j'ai été fraîchement nommé ambassadeur pour organiser cette conférence, pour faire connaître mon pays au public français, et nous avions l'honneur de la présence de plusieurs scientifiques qui ont intervenu dans le cadre de cette conférence, et nous avons voulu, comme résultat de cette conférence, créer ce recueil. C'est vrai que il y a eu une publication aussi dans le Monde des Cultures, mais un livre, et puis en tant qu'ambassadeur, j'étais à l'origine, à l'époque de la création de ce livre, c'était l'idée du professeur Fada et de Madame Dortourishvili. Et je pense que pour n'importe quelle ambassade, pour les Géorgiens de France, pour les amis de Géorgie, je pense que ce livre sera un meilleur cadeau qu'on peut offrir à des amis pour les inciter à découvrir et à connaître davantage sur notre pays qui mérite vraiment, sans être partiel, être découvert, être connu, parce qu'il y a tellement de richesses que ce pays peut proposer, et une richesse historique, culturelle, de diversité culturelle aussi. Je suis ravi de voir dans la salle aussi, parmi les ambassadeurs, il y avait M. Eric Fournier, qui était ambassadeur de France en Géorgie pendant la période peut-être même la plus difficile pour la Géorgie, quand il y avait le conflit du mois d'août 2008, il était en poste en Géorgie. Et nous avons aussi un de ses successeurs qui intervenait en marge de cette conférence, et dont l'article enrichit cette publication aussi, M. Diego Colas, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est un résultat parfois pour la mission de l'ambassade. Exactement, qui est M. Diego Colas, en même temps président d'honneur de la délégation géorgienne Renaissance française. Et pour dire à quel point je suis heureux de me trouver ici et de voir naître ce livre,
qui restera aussi un des meilleurs résultats de ma mission en tant qu'ambassadeur, parce que c'est un livre qui raconte le pays, qui raconte son histoire, qui raconte sa culture, sa très riche culture. Et nous avons dans le pays, nous sommes légitimement fiers d'avoir un institut de manuscrits à Tbilissi qui abrite des œuvres d'art extrêmement rares, y compris en hébreu, en arabe, parfois les manuscrits, parfois les copies des œuvres qui n'existent plus, dont les originaux n'existent plus dans leur pays d'origine, parce qu'ils ont été soit brûlés, soit abîmés par les guerres, incendies, etc. Et à la fin, je voudrais remercier aussi pour sa présence Madame Ruslan Petuyashvili. Pour ceux qui la connaissent savent à quel point c'était un honneur de l'avoir ici, et pour dire que c'est une des plus grandes artistes contemporaines géorgiennes et qui a très généreusement voulu participer aussi à la création d'un tel livre, parce qu'elle était consciente aussi qu'on était en train de créer une sorte de carte de visite pour notre pays. Donc je tenais à vous adresser mes nombreux remerciements de toute ma gratitude à cette très prestigieuse institution où nous aimons venir assister à des manifestations culturelles, et j'ai pris l'habitude et j'assiste même à des manifestations qui ne concernent pas du tout la Géorgie, mais les manifestations scientifiques ici ou à la Sorbonne ou ailleurs, partout où vous organisez des organisations, j'essaye de suivre fidèlement votre cours. Merci infiniment, merci mesdames et messieurs de votre présence et du temps que vous avez voulu consacrer à la Géorgie aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Ruslan Petuyashvili veut sur son œuvre d'illustratrice? Bonjour, Madame, Monsieur. Malheureusement, je ne parle pas français. Je voudrais te say a few. Vous le dites en français. Let me say a few words about the cover of the book. It was made 10 years ago for luxury brand for Hermès, and was depicted the crossroad of Georgia, the crossroad of Europe and Asia, and Silk Road country, and as a Georgian conception of Georgia, like a crossroad of Europe and Asia and Silk Road country. And you know that Georgian is the very, very old country, and it dates back 3,000 years of statehood and the 2,000 years of Christianity, and it was, is, and will be the crossroad of the Europe and Asia. And I'm very, very grateful to be here. It is a big honor for me, and thank you very much for your kind words and that I'm a participant of this event. Thank you, and it's a big pleasure and a big honor to be here. Thank you. Nous vous remercions, Madame. Et je crois que c'est la première fois qu'on entend la langue anglaise dans cette académie. Alors, ils sont en ligne. Bon. Donc, alors, j'appelle d'abord Gérard Dédéian. Hein? J'appelle Gérard Dédéian. Bon. Alors, je vais maintenant demander que l'on passe la parole au professeur Gérard Dédéian, notre cher confrère, qui est en ligne.
Est-ce que nous sommes connectés avec le professeur Dédéian? Il faudrait que le professeur Dédéian branche son micro. Et allume sa caméra de préférence. Alors, dans ce cas-là, nous allons peut-être donner la parole à celui qui est prêt. Professeur Routier. Non, c'est pas Dédéian. Alors, est-ce que nous avons le professeur Routier ou le professeur Dédéian? Ça, c'est le professeur Routier. On a le visage de l'un et le nom de l'autre. Est-ce que nous pouvons résoudre le problème et entrer en contact avec le professeur Routier? Est-ce que la technique peut nous donner des nouvelles? Il suffit qu'un des deux intervenants parle, pour nous tout est bon. Bon. Monsieur Routier, vous pouvez parler? Monsieur le professeur Routier, vous avez la parole. Il parle et on ne l'entend pas. Pour l'instant, on ne vous entend pas. Allô? Voilà. Voilà. Donc, nous vous donnons la parole et très heureux que vous soyez ici en ligne. Professeur Routier, allez-y. Non, toujours pas de micro. Monsieur Routier, pouvez-vous vérifier votre micro, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Routier. Est-ce que quelqu'un peut lui parler au téléphone et... Ça ne marche pas? Là, ça marche. Bon. Bon, alors, saisissez donc ce micro. Nous vous écoutons. Merci. Je suis très heureux de pouvoir m'associer, fût-ce malheureusement de loin aujourd'hui, au lancement de ce volume qui a l'air magnifique et qui nous rappellera ces journées extraordinaires de présentation de la Géorgie qui ont eu lieu dans cette académie il y a 2 ans, auquel j'ai eu l'honneur de participer, mais aussi justement d'entendre tous les collègues, tous les amis et de voir cette présentation générale d'une extraordinaire richesse qui a été faite de la culture géorgienne, de l'histoire du peuple géorgien. Et je souhaite vraiment que ce volume reçoivent un accueil extrêmement large dans la société qui ignore en partie encore les richesses de la Géorgie. Continuez, je vous en prie. Merci. Donc, je vois que il y a beaucoup de choses qui sont encore ignorées trop souvent par les Français et ce livre va permettre un accès savant mais agréable, attrayant
et je lui souhaite vraiment une carrière magnifique. Et je remercie tous ceux qui ont eu l'initiative de ce projet, Zaro Tortovichvili, l'ambassadeur de Ok. Au revoir. C'est Zaro qui prévenait qu'on allait te passer la parole. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur le professeur Dédéian est connecté. Alors, nous demandons qu'un Monsieur Dédéian. avec lui. Monsieur Dédéian. Bon, nous ne pouvons pas entrer en contact. Monsieur Dédéian, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Dédéian, on vous entend légèrement. Pouvez-vous parler? Monsieur Dédéian? Il est connecté? Monsieur Dédéian, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le micro est ouvert? Parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Je m'excuse auprès de vous parce que c'est du côté de notre interlocuteur qu'il n'y a pas de connexion. Voilà. Nous n'y pouvons pas grand-chose. Ce n'est pas du côté de l'académie. Alors, est-ce que nous pouvons passer à l'orateur suivant? J'ai eu du WhatsApp, puisque ça fait quelque chose à voir avec Axel Routier, Bernard Routier. Mais je ne sais pas où est le micro. Monsieur Dédéian? C'est pas les micros, c'est le micro de marche. On vous entend, monsieur Dédéian, c'est bon. Vous pourrez prendre la parole. J'ai rien fait comme signe de micro, j'ai rien du tout. C'est bon, le micro, madame. Par copie. Oui, il n'a plus qu'à parler. On passe à quelqu'un d'autre aussi. Je vois rien du tout. En train de travailler comme ça. C'est de leur faute que ça. Là, j'aperçois Gérard Dédéian.
C'est tout le temps. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout, monsieur. Activez, activez, activez. C'est bon, on vous entend. Gérard Dédéian, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Le micro est ouvert, hein? Le micro est ouvert, tout est On ne peut ouvert. pas lui téléphoner? Il a pas des borneurs comme. Demain. Oui, allez-y. Dans ce cas-là, on va suspendre et nous allons ouvrir le débat. Et je m'adresse donc à la salle maintenant. Qui veut prendre la parole, qui veut poser des questions? Je viens de vérifier, le micro est ouvert chez nous. Donc vous n'avez plus qu'à parler. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que par moment on a eu... J'ai vérifié et le micro est ouvert. Donc continuez à parler, nous vous entendons. Non. C'était là. C'est. Le son, on t'entend. Maintenant, on entend. J'ai jamais eu une connexion aussi difficile. Bon, donc je reviens vers la salle. Général Faure, vous vouliez poser une question? Cher ami, vous avez la parole. Merci. Je voulais simplement signaler une information, pardon. Je voulais simplement signaler une information qui m'est parvenue hier après-midi. C'est l'annonce aux éditions universitaires de Bordeaux d'un ouvrage consacré au Caucase et plus particulièrement à la partie du Caucase qui correspond à l'Ibérie, c'est-à-dire géographiquement, nous avons successivement la Colchique, ensuite la région de Tiflis, la Karthulie, puis l'Ibérie, et ensuite l'Albanie qui correspond à peu près à l'Azerbaïdjan actuel. Alors cet ouvrage qui a été rédigé par un étudiant de l'université de Bordeaux, que je n'ai pas l'honneur de connaître, Nicolas Prudhomme, traite de l'histoire de l'Ibérie du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle. C'est donc une partie très large de l'histoire du Caucase. Et je signale le fait que cet ouvrage de quelques 560 pages traite en français d'un espace géographique qui concerne essentiellement quelques spécialistes, et je me ferai un plaisir de l'adresser à Madame Zahro Doktorchvili dès que je l'aurai en possession. Je vous remercie de votre attention. Cher ami, je saisis cette occasion pour vous demander si vous voulez nous dire quelques mots du prince. Vous avez fait une intervention remarquable à l'occasion du colloque que l'on retrouve dans ce livre. Si vous pouviez venir jusqu'ici et nous dire quelques mots de cette vie extraordinaire et cette fin héroïque de cet homme qui s'est sacrifié pour son pays d'adoption, la France. Quelques minutes. Très bien. Merci. Tant mieux. Amilek Vari,
c'est le nom d'une promotion de Saint-Cyr 54-56. À cette époque, le commandant de Saint-Cyr était le général Ollier. Ollier était sorti en 1925 de Saint-Cyr avec Amilek Vari et ils avaient servi ensemble au Maroc au début des années 30. Amilek Vari est capitaine en 1939. En 1940, il fait partie du corps expéditionnaire qui est envoyé au nord de la Norvège, à Narvik, pour couper la voie d'approvisionnement du fer suédois que les Allemands venaient chercher à Narvik. Il rejoint ensuite, à son retour en France, la Grande-Bretagne et se met aux ordres du général de Gaulle. Il crée un premier bataillon avec les restes de la 13e DBLE, dont la moitié suit son chef Magnien Verneret et Amilek Vari. Il sera ensuite expédié autour de l'Afrique jusqu'en Somalie, alors italienne, et il contribue avec les forces britanniques à la libération de ce territoire. Puis ensuite, il rejoint l'Égypte. Il est engagé dans la guerre fratricide, hélas, du Liban de 1941. Et ensuite, en 1942, il fait partie, sous les ordres du général Koenig, du point d'appui de Bir Hakeim. Le point d'appui de Bir Hakeim devait tenir une semaine. Il a tenu 15 jours, ce qui a obligé Rommel à retarder son offensive en direction du canal de Suez d'autant, ce qui a permis à l'armée britannique de se rétablir à la frontière égyptienne sur la ligne d'El Alamein. Au mois d'octobre, 3 mois après, le commandement de la 7e armée britannique est passé au général Montgomery, qui a reçu un renfort de troupes et surtout 500 chars et 500 avions américains. Et le 24 octobre 1942, Montgomery lance la grande attaque avec ses 13 divisions, plus la brigade française qu'il met au sud de son dispositif pour attirer, dans la mesure du possible, des renforts allemands, ce qui soulagera d'autant la pression le long de la Méditerranée. Le combat va durer 4 jours. La conquête de la crête d'Île Imemat, à 200 km au sud de la ligne d'action principale le long de la côte, sera le point de fixation qui va attirer une partie des blindés allemands. La disposition est tenue par une division parachutiste italienne qui bénéficie d'un appui d'artillerie. L'assaut est donné. Le capitaine Mesmer réussit à prendre pied sur le sommet de la crête. Par contre, avec le premier bataillon, le deuxième bataillon est englué dans un champ de mines et soumis à un tir d'artillerie puissant. Amilek Vari se précipite à cet endroit alors que le chef de bataillon Bollardière vient d'être blessé et essaie de reprendre et d'organiser un repli ordonné. C'est à ce moment-là qu'il est tué par un éclat d'obus. Contre lui, il y avait les parachutistes italiens. Il y a une inscription qui a été gravée sur la montagne de Limemat. No falta il coraggio, ma la fortuna. Il leur a manqué non pas le courage, mais la fortune, la chance. Ceci est valable pour ces deux chefs français
et italien. Et je crois, c'est tout. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, chers confrères, de ce bref récit émouvant et qui nous émeut et qui émeut particulièrement nos amis géorgiens. Merci. Est-ce que nous pouvons avoir un contact maintenant ou est-ce que nous y renonçons complètement ? Ça ne nous avance pas à grand-chose de savoir qu'il est connecté. Oui. Donc en attendant que se résolve ou ne se résolve pas ce problème, nous pouvons reprendre les questions. Donc je me tourne vers la salle. Qui veut poser une question? Oui, André Rand, on a parlé surtout de ce colloque, on a parlé du passé glorieux jusqu'à l'époque de la Colchide, mais peut-être, ma question va être peut-être un peu impertinente. Quelle est actuellement la situation en Géorgie après le vote d'une loi très, très pro-russe et de pression extrêmement forte qu'exerce Moscou sur Tbilissi actuellement? Là, vous nous posez une question très politique et nous allons essayer de vous répondre de façon diplomatique. Cher Gotcha, voulez-vous prendre la parole? Vous pouvez venir au pupitre. Surtout si vous n'avez rien à dire. Je vais essayer de répondre, même si je ne suis plus ambassadeur, donc j'ai quand même quelques informations sur la situation dans mon pays. Vous comprendrez la difficulté de la Géorgie, qui se trouve dans un contexte géopolitique particulièrement délicat. Il y a une guerre qui dure depuis plus de 2 ans dans le pays voisin, en Ukraine. La Géorgie elle-même, avec sa population, vit avec cette mémoire, traumatisme collectif de la guerre de 2008, du mois d'août 2008. Où la Géorgie s'est vue perdre le contrôle sur 2 entités de notre territoire. Donc actuellement, il y a en Géorgie, l'opinion politique est divisée. Il y a la population, une partie de la population, et déjà il faut dire que la grande majorité de la population géorgienne est farouchement attaché à l'intégration européenne. Donc, près de 90% de la population se dit favorable à l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. C'est bien la déclaration est garantie par la Constitution, c'est l'axe politique du gouvernement également. Alors, cette dualité qui cohabite en Géorgie, c'est cette population qui exige du gouvernement un peu plus d'action conforme à la politique européenne, etc., à la communauté internationale. Et il y a aussi une politique dite de realpolitik du gouvernement qui dit que maintenant, dans cette situation délicate, il y a un proverbe géorgien, quand on n'a pas assez de force pour contrer une force qui nous oppose, il faut trouver
astuces. C'est-à-dire, en géorgien, on dit et la Géorgie, c'est pour, en fait, le gouvernement demande à ce qu'on le comprenne parce que c'est un gouvernement d'un pays qui s'est vu pratiquement isolé pendant la guerre 2008, même s'il y a eu des déclarations de soutien de la communauté internationale, la guerre n'a pas pu être évitée. Et avec tout ce qu'on voit en Ukraine où la communauté internationale, avec même ce soutien, n'arrive pas à arrêter cette force méchante, il faut nommer quand même à qui nous avons affaire, la Russie, particulièrement imprévisible, et donc le gouvernement dit bien sûr que nous voulons l'Europe, bien sûr que nous voulons un jour, à terme, devenir un État indépendant, mais actuellement, pour le gouvernement, dans l'ordre du jour, c'est de garder la stabilité, de se préparer mieux pour ce jour. Mais il y a, voilà, on traverse cette période, et si je ne suis plus ambassadeur, il faut le dire que ce n'était pas, parce que je ne conteste pas l'intégralité de la politique menée du gouvernement, mais je vais être sincère avec vous, c'est un peu le changement de ton avec nos partenaires. Souvent on ne soigne plus avec autant de délicatesse nos paroles, nos déclarations, nos expressions de nos attitudes. Mais ce n'est pas, parce que je ne conteste pas la politique de prudence, naturellement. Enfin, le gouvernement a cette responsabilité aussi de mener à bien le sort de la population. Et c'est surtout il faut mesurer, il faut comprendre les attitudes de la Géorgie par rapport à des réactions de la Russie, de notre voisine. Parce que la Russie, comme vous comprendrez bien, que la Russie a l'intention de récupérer le contrôle sur les territoires sur lesquels elle a perdu le contrôle parce que ces pays sont devenus indépendants, parce que ces pays veulent, en toute légitimité, développer leur politique étrangère, etc. Et la Géorgie, depuis son indépendance retrouvée au début des années 90, et cette indépendance qui s'était basée sur la déclaration de l'indépendance du 26 mai 1918, où la Géorgie était indépendante, c'est important de le souligner parce que souvent, en Europe, on pense que la Géorgie est apparue sur la carte avec la dissolution de l'Union soviétique, alors qu'il y a plus de 105 ans, la Géorgie était, au début du XXe siècle, la Géorgie était un pays démocratique, très européen, avec un gouvernement socio-démocrate, avec une constitution qui serait même conforme à des exigences européennes d'aujourd'hui. Et à tel point européen que deuxième internationale et les dirigeants européens se sont rendus à Tbilissi pour étudier l'expérience de ce jeune gouvernement, comment ils avaient réussi les réformes très courageuses qu'ils ont menées à bien pour renforcer l'État géorgien de l'époque. Donc, il m'est extrêmement délicat maintenant de me prononcer sur la situation politique en Géorgie et je ne mettrai pas dans une situation encore plus délicate mes collègues qui sont actuellement qui sont diplomates et qui représentent, mais oui, tout en mesurant, tout en appréciant
la situation politique, parfois c'est très aléatoire d'apprécier de loin, parce que on peut faire une analyse générale de loin, mais quand on est voisin de la Russie, quand on sait pertinemment que la Russie a hâte d'engloutir la Géorgie, ainsi que les autres pays pour en faire un espace qui serait plus commode pour la Russie. Voilà, à la Géorgie, la population géorgienne a jonglé entre la stabilité, la paix et son avenir européen. Voilà, si je peux rester dans les limites de la délicatesse diplomatique d'un ambassadeur démissionnaire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je vous remercie et je voudrais souligner au passage le courage de l'ambassadeur Gocha Chabakituri. Éric Fournier, ancien ambassadeur en Géorgie. Je voudrais d'abord venir au secours de mon collègue ambassadeur qui sait parfaitement répondre avec nuance à une question qui était assez provocante. Et je voudrais répondre à celui qui l'a posée en lui disant effectivement que c'est très facile pour les Français de donner des instructions aux Géorgiens sur la manière de se comporter. Et on est toujours très très rapide ici dans ce pays à expliquer aux autres comment ils devraient se comporter. Vous avez fait allusion à une loi, mais il y en a deux en fait, qui sont soi-disant pro-russes, comme vous avez dit. En réalité, si vous prenez la première, qui parle des agents de l'étranger, qui a fait pas mal de bruit l'année dernière, et que vous regardez ce qui se passe dans le système législatif français, vous vous apercevez qu'à quelques mots près, c'est la même loi. Il y a eu une adoption au Sénat français d'une loi qui effectivement cadre la manière dont les puissances étrangères peuvent subventionner des ONG. Et on l'a fait en se méfiant des agissements de certains pays du Moyen-Orient qui effectivement étaient très actifs dans certaines banlieues. Donc, si vous voulez, là il faut nuancer un petit peu la manière dont les Géorgiens, eux, décident de leurs lois en toute souveraineté. Puis deuxièmement, il y a eu cette loi adoptée plus récemment, si je ne me trompe, qui souhaite mettre un cadre ou des limites à la propagande dite LGBT dans les écoles primaires. Qu'est-ce que ça peut faire à la presse française que des députés géorgiens décident des programmes scolaires dans le primaire en carrétie ou en numérique? Je me le demande. Mais en tout cas, je pense que dire que tout ça est pro-russe, c'est comme si on reprochait, je ne sais pas moi, à un pays du bout du monde de discuter de la teneur en sucre des aliments, en leur disant « vous mangez trop de sucre ». Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ne se privent pas de nous faire des reproches de ce genre. Vous mangez trop d'escargots, vous mangez des fromages qui puent, etc. Et il y a effectivement des pays qui censurent le fromage français dans leurs lois. Et donc, je voudrais juste, de façon plus directe que l'a fait mon collègue et ami Gocha, vous dire qu'il faut respecter la souveraineté des États quand ils discutent de certaines questions. Et en plus, comme il l'a très justement dit, quand on se trouve à côté d'un monstre glouton comme la Russie, qui a déjà absorbé plusieurs centaines de kilomètres carrés de la Géorgie et qui continue de le faire en Ukraine. Donc effectivement, il y a des situations dans lesquelles il est difficile de ne pas tenir compte des menaces qui pèsent sur soi. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Je vous remercie. Une autre question? Alors, mon problème est le suivant. J'ai eu l'occasion, j'ai beaucoup de... Qui parle? Est-ce que vous m'entendez? Vous me dites, parce qu'il paraît que je parle très bas et que personne ne m'entend. Ça va, c'est bien. Alors, je continue. Bon, alors, je voulais vous dire une chose, c'est que ce que j'ai appris sur votre pays, sur ce magnifique pays,
Malheureusement, je l'ai appris par les Russes. Étant donné que quand j'étais en 3e année de russe, enfin j'ai fait plusieurs années, 3 années, j'ai appris bien sûr des poésies. Et les poésies de votre pays étaient dites en russe. Alors j'ai tout un tas de choses que je pouvais vous dire, etc. Alors c'était très bien, mais c'est une habitude très classique. Vous entendez comme ça va mieux. Bon, j'aurais fait des progrès. Bon, alors, maintenant, il paraît que c'était trop près. Alors, je vais tâcher de... Bon, alors ce que je veux dire, c'est très, très difficile, mais c'est un moyen très classique, ils sont très malins les Russes, et toujours ils vous donnent l'impression qu'ils ont tout donné, puis ils n'ont rien donné, ils ont tout pris. Hein. Et ça, c'est tout à fait classique. Notamment, une attitude particulière qui est tout à fait scandaleuse. Par exemple, Staline, au bon moment où il vous donnait l'occasion de généraliser la culture, etc., on a créé des enseignements pour donner des manières pour que les gens que nous devons, parce que il y avait que les gens que nous avons, tous les peuples de Sibérie, etc., ils avaient des langages. Les langages ont été traduits un peu partout en russe. Mais parallèlement, on a fait des cours pour alléger leur propre racine, leur donner une présentation scientifique. Mais en même temps, on supprimait les enseignements. Et par exemple, le russe, c'était très classique, il disait, bon, les enfants sont des enfants qui n'ont pas le moyen de s'exprimer autrement que dans le russe, parce que on imposait aux enfants de vivre, non pas dans leur tribu, mais de vivre dans des écoles, à partir de 3 ans, ils allaient dans des écoles primaires, mais russes, voyez. Alors ça veut dire, je suis tellement écœuré par ce qui m'est arrivé, je vous assure que j'en ai gros sur la patate du côté des Russes. Et je regrette. Alors j'avais même écrit un petit mot pour vous dire pour vous lire en russe, mais ça n'a aucun intérêt, pour lire ce que je vais vous dire sur la beauté. Merci infiniment. Excusez-moi de vous parler très très mal. Merci infiniment. L'émotion est telle que... Merci. Je voudrais m'excuser. Y a-t-il des questions dans le domaine culturel? Oui, alors il y a une question ici, une question à gauche. Oui, moi c'est une question culturelle, plutôt une énigme démographique et culturelle que constitue la Géorgie. Si j'ai bien compris, il y a environ une poignée, 4 millions d'habitants. Et ce qui m'interpelle positivement, c'est la spécificité, ce rapprochement avec la France sur des valeurs qui sont actuellement, je vais dire, opprimées dans le contexte géopolitique de la région. On a vu qu'il y a des exemples d'hommes qui se sont levés pour aider la France à une époque difficile et de façon très glorieuse. Et je pense que ce colloque apporte quelques réponses à cette interrogation, mais je pense que je pensais à une affirmation d'un philosophe italien sur les problèmes actuels. Par exemple, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, où il indiquait devant un problème qu'il était intellectuellement pessimiste, mais optimiste par volonté. Et je pense que la situation de la Géorgie, pardon, actuellement, il y a des défaites ou des apparentes défaites, mais ceux qui ont perdu temporairement, je pense que c'est les vainqueurs de demain. C'est une probabilité, mais cette interrogation, est-ce qu'il y a des réponses sur cette appétence culturelle spécifique d'un pays très petit géographiquement et démographiquement? Grand pays, un très grand pays.
Non, mais... Un très grand pays. Un pays ne se juge pas à l'importance de sa population. Mais bien entendu. À bien d'autres critères. Je dis que physiquement, c'est un pays qui a une aura, qui a une volonté intellectuelle qui est beaucoup plus que proportionnelle à ce qu'elle est dans la réelle politique. Comme disait la dernière chose que je voulais dire, c'était que, effectivement, pour abonder dans votre sens, on parlait de Staline qui demandait le Vatican combien de divisions, et tout compte fait, l'effondrement du bloc soviétique est intervenu. La réponse, il l'a eu. Exactement. Oui. Voilà, si je peux avoir quelques éléments de réponse à ma question. C'était plus un commentaire qu'une question. Docteur Chvili veut y répondre. Voilà. Je considère que c'était plus un commentaire qu'une question. Vous voulez dire quelque chose? Et puis ensuite, il y aura encore une question à gauche. Effectivement, la Géorgie, c'est un petit pays. C'est un pays grand comme la région Rhône-Alpes, par exemple. Plus exactement, moins de 4 millions d'habitants, plus exactement 3,7 millions. Mais c'est un pays, c'est un peuple qui se considère un peuple de culture européenne. C'est souvent à l'étranger qu'on pose la question sur notre appartenance culturelle. Est-ce que la Géorgie, c'est une culture européenne ou pas? En Géorgie, la question ne se pose même pas. C'est bien sûr que nous représentons une culture européenne, et d'où cette aspiration du pays historique aussi d'aller vers l'Europe. C'est d'ailleurs aucun sujet politique ne mobilise pour les manifestations, etc. Dans la rue, il y a des sujets politiques, etc. Mais dès qu'il s'agit de l'avenir européen, tout le monde est dehors pour défendre la cause de l'avenir européen du pays. Et qu'est-ce que c'est l'avenir européen quand on dit aussi? Parce que ce n'est pas seulement la prospérité économique, mais ce sont des valeurs que nous avons en commun. C'est le droit de l'homme, la liberté d'expression, etc. Ce sont ces libertés vers lesquelles aspirent les Géorgiens aussi. Pourquoi ce petit pays avec une démographie aussi? Parce que nous sommes un petit point sur la carte mondiale, mais regardez historiquement le nombre des intellectuels connus, des artistes qui sont connus dans le monde entier, et même là où on vient d'assister aux Jeux Olympiques, ce petit pays Géorgie a plusieurs champions olympiques, l'homme le plus fort en athlétisme depuis 7 ans, déjà c'est un Géorgien. Depuis 7 ans, personne n'a pu battre le record que Lashat Alahadze a instauré. Là, récemment, nous avons deux nouveaux champions du monde également. Et pour ce petit pays, c'est une fierté particulière parce que nous sommes tellement petits qu'on ne nous reconnaît même pas. Enfin, quand on est à l'étranger, on dit qu'on vient de Géorgie. Souvent, soit on associe à l'État de Géorgie des États-Unis, soit on dit « Ah, la Russie », parce que pour certaines, on est toujours sur la carte en rouge. C'est un traumatisme aussi pour les Géorgiens qui veulent s'imposer en tant qu'une nation indépendante. Et le destin a voulu que nous avons quand même 3 millénaires d'histoire d'existence étatique. Et depuis ces 3 millénaires, déjà, il y avait des Géorgiens qui produisaient du vin il y a 8000 ans. Mais en tant qu'État, un peu plus de 3000 ans que la Géorgie existe en tant qu'État. Il y a eu des royaumes, il y a eu des hauts et des bas historiquement. Mais c'est cette histoire, c'est notre histoire, notre passé, notre patrimoine historique et de nos identités qui renforce cet espoir et cet optimisme
justement de dire que la Géorgie est éternelle, que la Géorgie vivra toujours, quelles que soient les circonstances politiques. Aujourd'hui, on traverse une période extrêmement difficile, certes, mais c'est cet espoir qui nous tire devant pour avancer, et avec cet objectif de devenir européenne le plus rapidement possible, parce que devenir européenne, pour nous, ça veut dire la sauvegarde de nos identités culturelles, aussi d'apporter notre richesse, notre diversité culturelle à l'Europe. On ne vient pas seulement pour profiter du bien qu'on peut trouver en Europe, mais on peut enrichir l'Europe aussi avec cette culture originale, et aussi cette joie de vivre de la Géorgie qui nous est propre, parce qu'avec des vicissitudes au cours de l'histoire, les Géorgiens ont gardé leur tradition de polyphonie, des chants, danses, et quand vous regardez les chants géorgiens, la polyphonie qui fait partie du patrimoine culturel mondial protégé par l'UNESCO, vous sentez un peu, vous lisez un peu l'histoire de la Géorgie. C'est tellement, souvent, on pleure les héros morts pour la patrie, les mères qui ont perdu leurs enfants, et toujours avec la tristesse, c'est-à-dire avec les problèmes qu'on a connus dans le passé. Il y a toujours des étincelles de l'espoir d'un meilleur avenir qui pousse ce petit peuple à avancer. Et ça devient une force irrésistible qui nous mène et qui nous mènera jusqu'au bout. Voilà. Merci. Merci. Il y a une question à gauche, et ce sera ensuite la vôtre qui sera la dernière question, je pense. Monsieur l'ambassadeur vient de souligner la profondeur de la culture géorgienne, et je m'interrogeais sur le dynamisme actuel et la vigueur de la langue géorgienne et de la littérature géorgienne. Y a-t-il de jeunes écrivains? Y a-t-il surtout un jeune lectorat? Nous, en Occident, on s'inquiète sur le lectorat des jeunes. Est-ce la même situation chez vous? Merci pour Madame la question. Dr. Chouili. Oui, merci pour la question. Heureusement, les relations entre la France et la Géorgie se développent d'année en année, qui s'exprime aussi par la traduction des œuvres que nous proposent les jeunes littéraires, écrivains et écrivaines, et qui sont publiés, dont la traduction en français est publiée par les éditeurs français. Parce que à l'époque où on avait publié 4 traductions quand même de la littérature, enfin d'une immense œuvre littéraire géorgienne qui est des Prestraussani, c'est-à-dire le chevalier à la peau, de tigre, de panthère, de léopard, de guépard, etc., dans les langues différentes. On nomme l'animal de différentes façons, mais dans l'œuvre, c'est le tigre. Donc, et ces traductions ont été, ont été éditées en Géorgie, en Union soviétique, mais cette fois-ci, nous avons des recueils de poèmes, surtout, des jeunes poètes géorgiens et aussi des grands poètes. L'un de ces poètes, c'est David Mardadze, qui est l'auteur du nouveau hymne de la Géorgie, qui a été, donc, dont la traduction, de ces œuvres a été donc justement présentée ici dans cette salle, et peut-être on va en parler aussi d'une autre présentation que je voudrais vous proposer, d'organiser une autre présentation d'un autre livre très important. On va en parler avec les représentants de l'ambassade de Géorgie en France. Donc, il y avait là
un recueil de poèmes intitulé les 15 femmes poètes. Voilà, intitulé Je suis nombreuse avec S à la fin en plus. Il y avait donc, c'était l'idée de l'éditeur d'intituler comme ça, et nous avons là 15 femmes poètes qui, et là, l'éditrice, on avait présenté ce livre pendant une réunion, donc vous êtes intervenu, Monsieur Denis Fada, en ligne. Et là, c'est l'éditeur qui a voulu justement que ce soit les écrivaines et pas les écrivains, parce que ce sont les 15 femmes poètes qui nous proposent des poèmes exceptionnels traduits par Bachana Chabrazet. Quand on parle de relations franco-géorgiennes, il faut évoquer, et dans le livre que nous présentons aujourd'hui, en conclusion, nous avons mis l'apport des Géorgiens au développement de la culture au XXe siècle, de la culture internationale, et l'apport des Géorgiens, que ce soit des Géorgiens ou des Géorgiennes. Et parmi ces Géorgiens, c'est Bachana Chabradze, qui est traducteur ces derniers temps de plusieurs recueils de poèmes géorgiens en français et édités par la maison d'édition Caractère, édité par la maison d'édition, etc. Et quand le premier recueil, Je suis nombreuse, les 15 femmes poètes géorgiennes, il y aurait quelqu'un, c'est Madame Anne Godard, qui est directrice de la maison d'édition, qui a dit « Nous venons de lire une vraie poésie ». Alors, c'est déjà, je ne sais pas, un épithète exceptionnel. Et c'est comme ça que, nous mettons toujours, avec les événements que nous organisons, nous enrichissons le lien que nous avons depuis des siècles avec la France. Et surtout, nous apprécions l'apport de Victor Hugo et de Ilia Chavchavadze, les deux reconnus comme pères de la nation dans chacun de son pays, et qui avait cette formule exceptionnelle que les Géorgiens, nous protégeons toujours, et nous protégeons cette formule par les lois que nous venons d'adopter aussi, la patrie, la langue, la foi. C'est justement la même chose que Victor Hugo proposait. Et il y a un journaliste français qui écrivait, bon, on évoque souvent, et d'ailleurs Victor Hugo qui était reconnu comme le grand père de la construction européenne, c'est lui qui était à l'origine de la création de cette Europe unie. À part d'être écrivain et poète, il était aussi parlementaire, vous le savez très bien, qui défendait la cause, donc les principes, etc., de son propre peuple, mais aussi au niveau international. Un journaliste français qui écrit, malheureusement, les parlementaires, les politiques, les hommes politiques qui évoquent souvent cette formule de Victor Hugo, ils oublient souvent la dernière composante de cette formule, la foi. On n'en parle plus. Voilà. Oui. Donc, partiellement, il me semble que j'ai répondu à des questions qui ont été posées. Je pense que la Géorgie actuelle essaye de défendre son identité. Et cette identité, c'est le territoire, la langue et la foi. Merci. Donc, madame, vous vouliez poser une question. Je voudrais remercier M. Éric Fournier d'être là et d'avoir soutenu le discours de M. Gotcha-Javachvili et d'avoir dit ce que moi je pense. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci. Madame.
Madame, vous vouliez poser une question? Oui, bonjour. Non, je ne souhaitais pas poser une question. Je voulais apporter des compléments ou des élargissements à ce qu'a dit M. Djafarishvili, à la question qui avait été posée sur le fait que c'est un petit pays et pourquoi se tourne-t-il vers l'Europe ou comment se fait-il qu'il soit ouvert vers l'Europe. Pour reprendre des informations qui sont aussi dans vos communications des conférences précédentes, n'oubliez pas que la Géorgie, c'est le lieu où il y a eu Jason, donc les Grecs étaient en lien avec la Géorgie, et si le berceau de l'Europe, ça n'est pas la Grèce, je veux dire que le lien entre l'Europe et la Géorgie s'est fait au moins depuis ce moment-là, pour reprendre une ouverture. De la même manière, vous savez que certains dieux de l'Olympe et Prométhée étaient sur le Caucase, donc les liens avec des mythes européens, donc grecs, sont très anciens. Et effectivement, l'ouverture par la mer Noire, alors bien sûr, il y a les voisins du Nord et les voisins du Sud, je ne dis pas, mais les liens avec certains pays européens sont très connus pour une certaine période. Je ne prétends rien, je ne suis pas historienne, je suis d'origine georgienne, effectivement, mais les liens avec l'Europe sont très importants. Les mythes et les prénoms georgiens sont des prénoms qui sont pris dans la mythologie grecque. Achille, oui, dans la communauté georgienne, on le sait, pas nécessairement les prénoms que vous avez entendus aujourd'hui, mais effectivement, les prénoms, beaucoup de prénoms georgiens viennent de la mythologie grecque. Donc, je ne sais pas où est tissé ce lien, mais il est très ancien. Voilà. Et donc, il me semble évident qu'on reste tourné vers l'Europe. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie. Pour conclure, vous vouliez dire quelque chose, cher ami? Vous vouliez dire quelque chose? Je voudrais vous remercier, les académiciens, ceux qui s'intéressent à la culture géorgienne, d'être là, d'avoir suivi cette présentation. Et j'espère que ce livre apportera quand même, vous aidera à mieux connaître la Géorgie, vous aidera à mieux comprendre les inspirations des Géorgiens, de revenir en Europe. Ce n'est pas rejoindre l'Europe, c'est de revenir parce que, initialement, c'est un pays européen. Si nous disons que l'histoire de la Géorgie date de 3500 ça veut dire qu'il y avait un journaliste américain qui avait écrit qu'il y avait deux civilisations européennes, c'était la civilisation grecque et la civilisation géorgienne. Donc, on aime souvent dire des choses comme ça. Bien sûr que, d'ailleurs, un jour, c'était pour la fête nationale de la France que j'ai été invitée sur une chaîne de télévision. On m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Géorgie et la France? J'ai dit que ce sont deux pays qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est bien ça. Et la preuve en est ici, dans cette académie. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être là et d'avoir posé des questions. Merci, cher ami. Merci d'avoir prononcé le verbe revenir. C'est celui que j'adopte moi aussi. Et donc, nos amis géorgiens, l'ambassade de Géorgie nous invite à un verre d'amitié où vous allez pouvoir déguster des vins géorgiens. C'est un privilège. Mais auparavant, je laisse la parole au secrétaire perpétuel. Juste un mot pour m'excuser auprès de l'assistance des quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés. Je tiens à préciser que tous les efforts ont été faits de notre côté et que très probablement les itinéraires à suivre sur un petit écran d'ordinateur peuvent être parfois un peu difficiles pour des personnes qui n'y sont pas habituées. Voilà. Je vous remercie beaucoup de cette belle séance et donc
laissons la place au verre de l'amitié. Merci à tous.